Et on commence par du lourd question société secrète, puisqu'on a attribué aux francs-maçons un rôle majeur dans des tournants historiques. Représentant un pouvoir politique secret, il serait responsable de tous les maux de la Terre. Historiquement d'abord, la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons actuellement est plutôt récente, puisqu'elle n'apparaît qu'au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Ses racines sont cependant plus anciennes, puisque la version anglaise du mot Freemason est attestée depuis le XIVe siècle. Le mot désigne alors un maçon très qualifié qui, librement, va d'un chantier à l'autre. À proximité des chantiers, les maçons libres installent généralement un foyer, appelé loge, et s'y réunissent pour discuter, échanger des techniques et tous les apprentissages utiles à leur métier de bâtisseur. Au fil du temps, ces loges auraient progressivement accueilli d'autres personnes ne travaillant pas dans le bâtiment, et seraient surtout devenus des lieux de débat plus ou moins philosophiques. Ces groupes, basés sur la solidarité et l'entraide mutuelle, acceptent de plus en plus de monde, mais il faut être choisi par un des membres pour y entrer. En 1717, 4 loges décident de fusionner dans une grande loge de Londres. C'est la naissance de la franc-maçonnerie moderne. Par la suite, des loges se créent dans toutes les autres villes d'Angleterre, de France, d'Europe et même d'Amérique. Par leur pouvoir d'attraction et un effet de mode, elles réunissent les élites cultivées du siècle des Lumières. Pour ne citer que Voltaire, Casanova, le marquis de Lafayette, Benjamin Franklin, Mozart ou encore George Washington étaient tous des francs-maçons. De nombreux révolutionnaires français sont aussi francs-maçons et des théories du complot ont pu prétendre dès 1797 que la Révolution française était à leur initiative, en oubliant au passage qu'elle avait décapité l'organisation au sens figuré et au sens propre car de très nombreux frères étaient de la noblesse. Elle fournit des laboratoires d'idées où grâce au secret des discussions, des thèmes audacieux peuvent être envisagés librement. Le rôle de l'organisation est ainsi souvent évoqué dans l'établissement de la laïcité en France. On est loin du truc religieux donc, mais malgré tout, les cérémonies paraissent bien mystérieuses pour ceux qui ne sont pas initiés à la franc-maçonnerie, parce que les symboles sont absolument partout. Moi-même, j'ai eu la chance dans mon ancienne vie de filmer une grande loge maçonnique pour un reportage, et je dois l'avouer, ça fait un peu mystique. On y retrouve les symboles liés à l'architecture évidemment, comme l'équerre, le compas, le fil à plomb, ou encore Dieu, appelé le grand architecte de l'univers. Mais dans les temples maçonniques, les rituels empruntent un peu partout. À la Bible, à l'alchimie, à l'Antiquité égyptienne et même aux Templiers. Les membres, appelés frères, utilisent des signes secrets pour se reconnaître. La franc-maçonnerie est en fait une société initiatique dans laquelle on gravit différents grades au fur et à mesure de son élévation morale et de son expérience maçonnique. Pour une société soi-disant secrète, ça fait déjà beaucoup d'informations que je vous donne dessus, non ? On peut se poser une question du coup. Est-ce que tout se sait sur la franc-maçonnerie ? Pas totalement. 2 secrets doivent toujours être maintenus. Ce qui s'est dit lors des réunions d'abord. Le maçon ne doit rien répéter afin de permettre une totale liberté de parole et d'opinion au cours des débats. Ensuite, il doit absolument garder le secret de son appartenance à l'ordre. Chacun peut déclarer qu'il appartient à la franc-maçonnerie, et c'est assez courant d'ailleurs. Mais personne n'est autorisé à dévoiler le nom d'un frère ou d'une sœur. Face à cette discrétion, on accuse la franc-maçonnerie de tout et de son contraire. D'être anti-catholique ou anti-protestante, favorable au diable ou trop soumise à Dieu, communiste ou capitaliste, soumise aux juifs ou antisémite, etc. La vérité, c'est qu'il y a autant de branches dans la franc-maçonnerie qu'il en existe dans la société conventionnelle. Sur l'échiquier politique, il y a des loges de gauche et des loges de droite par exemple. En tout cas, dès le début du mouvement franc-maçon, il est assez mal perçu par l'Église. Ils iront même jusqu'à se faire excommunier. La première condamnation par le pape tombe en 1738 et n'est supprimée qu'en 1983. Les francs-maçons sont aussi persécutés par les régimes totalitaires. En URSS, on considère l'organisation comme étant d'origine bourgeoise. Les nazis, eux, l'interdisent en 1935, tandis que Franco, en Espagne, va jusqu'à juger les francs-maçons morts depuis longtemps. Si on devait résumer en quelques mots ce qui est devenu la franc-maçonnerie, on pourrait le résumer comme ça. C'est entre un club philosophique, un ordre initiatique, une communauté solidaire et fraternelle, un lobby politique ou un réseau de gens influents. En réalité, c'est un peu tout ça à la fois, et surtout, c'est une société plus discrète que secrète, finalement. En revanche, les francs-maçons ont beaucoup inspiré la prochaine société secrète que nous allons aborder, les Illuminati. Les Illuminati tirent leur nom du latin et désignent les illuminés. Pas au sens des mecs légèrement barrés, mais plutôt de ceux qui savent. Comme les francs-maçons dont ils s'inspirent beaucoup, c'est un groupe libre de penseurs créé en 1776 en Bavière par un ancien jésuite.
Ces intellectuels, parmi lesquels le philosophe Goethe, veulent changer les choses en diffusant les idées des Lumières et notamment en apportant plus d'égalité. À son apogée, l'ordre des Illuminati a pu compter jusqu'à 1500 membres identifiés, répartis en 13 grades. Bref, 1500 membres, c'est une belle réussite pour une société secrète dont le succès commence à inquiéter les autorités bavaroises, puis par la suite, les autres États allemands. Les francs-maçons les regardent aussi de travers, surtout que les Illuminati ne sont pas les derniers à infiltrer les loges maçonniques existantes. En Bavière, le prince électeur de Bavière se méfie d'eux. Il considère que ce sont des comploteurs et des révolutionnaires en puissance. Il décide donc de les interdire brutalement le 2 mars 1785. Tous les Illuminati sont poursuivis, voire persécutés. La surprise est totale. Quasiment tous cessent alors leurs actions, et même, pour certains, dénoncent publiquement l'ancienne organisation. Goethe déclare ainsi en 1786, l'année suivant l'interdiction, que toutes les associations secrètes soient éradiquées, qu'importe ce qu'il en résultera. Quelques Illuminati écrivent à Benjamin Franklin, qui lui était franc-maçon, nous l'avons dit, pour lui demander s'ils peuvent se réfugier aux États-Unis. On ignore sa réponse, mais ça suffit à certains complotistes pour imaginer que le groupe s'y serait installé, influençant la construction du pays et encore de nos jours la politique américaine. Sans sombrer dans ces délires, il est incontestable historiquement que des élites allemandes ont pu être séduites par ces projets ambitieux de réforme sociale portés par les Illuminati. Le Ku Klux Klan naît d'une défaite, celle des États du sud des États-Unis pendant la guerre de sécession. Le 24 décembre 1865, 6 vétérans de l'armée confédérée qui s'ennuient ferme décident de monter une association pour refuser l'égalité avec les anciens esclaves noirs. Le nom est volontairement mystérieux. Ku Klux viendrait du grec kuklos, indiquant un cercle, et clan désigne le clan d'Écosse, les fondateurs étant d'origine écossaise. Pour entretenir le mystère, ils se cachent avec des draps qu'ils utilisent pour recouvrir leurs chevaux aussi masqués et sèment la peur chez les populations noires qu'ils croisent. Mais l'idée prend bien dans les campagnes du Sud, et en 1867, les fondateurs pensent qu'il est temps de structurer l'organisation. À Nashville, dans le Tennessee, ils se dotent de principes et d'un organigramme avec des titres ronflants largement inspirés du mythe du roi Arthur. Le dirigeant de l'ordre, le grand sorcier, est le général Nathan Bedford Forrest, qui a servi dans l'armée confédérée et s'était enrichi dans la vente d'esclaves. D'ailleurs, il y a une petite référence à Forrest dans le film Forrest Gump, où sa maman l'a nommé Forrest, en référence à ce chouette type qu'était Nathan Bedford Forrest. Bon, sa maman lui dit aussi que sa partie Forrest de sa personnalité, c'est pour lui rappeler que parfois on fait tous des choses qui finalement n'ont strictement aucun sens. Ouf. Les membres du clan sont persuadés de faire partie de l'Empire invisible, avec comme mission de maintenir la suprématie de la race blanche dans le sud des États-Unis. Pour cela, on fait la chasse aux Noirs, mais aussi à leurs complices, les partisans de l'égalité comme les fonctionnaires du Nord. Et c'est toute la palette de la violence qui y passe. Insultes, menaces, intimidations, harcèlement, humiliation, incendie et bien sûr, meurtre. Inquiets de cette violence, les pouvoirs politiques mettent la pression sur l'organisation, poussant le général Forrest à la dissoudre en 1869. De toute manière, dans les États du Sud, le pouvoir politique, économique et médiatique est dans les années 1870 aux mains des Blancs. Avec les lois de ségrégation votées à partir de cette période, le clan, victorieux sur les idées, devient inutile. Il disparaît donc une première fois. En 1906 paraît un livre de Thomas Dixon, L'homme du clan, qui est adapté en film en 1915 sous le titre Naissance d'une nation. Le film connaît un très grand succès et emporte de nombreux soutiens, dont celui du président américain de l'époque, Woodrow Wilson. Je me souviens, moi quand j'étais gamin, j'ai voulu être paléontologue pendant presque 10 ans après avoir vu Jurassic Park. Là, on voit qu'un film a réussi à relancer un mouvement comme le Ku Klux Klan. Comme quoi, il faut vraiment pas sous-estimer la puissance d'un média comme le cinéma. Le clan renaît donc dans cette dynamique et élargit ses combats. Toujours contre les Noirs, mais aussi contre l'immigration, les catholiques, les communistes, les juifs et tant qu'à faire, les homosexuels. En 1922, le nouveau sorcier impérial, un dentiste du Texas du nom de Evans, transforme le clan en véritable entreprise. Il faut prendre sa cotisation, souscrire son assurance KKK et même acheter auprès de l'organisation son costume officiel, cagoule comprise. Dès lors, le clan devient un véritable succès public, surtout dans les petites villes et campagnes américaines. De 10 000 membres en 1920,
le Ku Klux Klan en atteint 5 millions en 1925. Les actions du Ku Klux Klan animent un peu les soirées du week-end avec embrasement de croix, parades, masques, initiations et même barbecue entre membres. C'est en quelque sorte une confrérie de racistes où l'on se reconnaît entre membres du clan par des signes et des codes. Dans un bar du sud des États-Unis, pour retrouver un copain membre du clan, il suffit de demander « Connaissez-vous un monsieur Hayak ici ?» Il faut bien imaginer que dans les années 20, dans certains villages, presque toute la population blanche appartient au clan ou est sympathisante. Imaginez l'horreur pour les populations noires qui y résident. En cas de violence ou de meurtre sur l'un d'entre eux, il y a rarement une enquête car le policier local est lui-même un membre du clan. Ces millions de membres sont aussi très influents, surtout dans le sud, où le clan aurait fait élire plusieurs gouverneurs et sénateurs. Mais si le pouvoir de cette société secrète semble sans limite, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque plusieurs États américains, hostiles au Ku Klux Klan, font finalement voter des lois interdisant le port du masque en dehors des fêtes comme Mardi Gras, et obligent le clan à publier la liste de ses membres. Et être un raciste anonyme, bon, ça se vit plutôt bien, hein. Mais se revendiquer raciste aux yeux de tous, ça passe un petit peu moins. C'est donc le déclin inexorable de l'organisation. Après 1945, le Ku Klux Klan n'est que l'ombre de lui-même, et cela malgré des violences de nouveau dans les années 60-70, avec incendie d'églises, de maisons et même des meurtres. Il ne cesse de se diviser, créant autant de petites structures de plus en plus locales et surtout de plus en plus insignifiantes. Pour la dernière partie de cette émission, je vous propose de revenir ensemble sur une société secrète / secte que vous connaissez sûrement de loin grâce à la saga Assassin's Creed, celle des assassins. Pour la comprendre un peu mieux, il faut remonter au conflit entre les deux principales branches de l'islam, les sunnites et les chiites. Lors des guerres qui les opposent à partir de la fin du 7e siècle, et toujours maintenant soit dit en passant, les chiites sont battus. Ils se maintiennent cependant dans certaines zones et développent leur propre culture et clergé. Mais l'arrivée des Turcs seldjoukides, à partir des années 1050, change la donne. Ce sont des sunnites qui entendent bien faire revenir tous les musulmans du Proche-Orient au sunnisme. En Iran se développe un foyer de résistance chiite à partir des années 1090. À sa tête, Hassan Sabah. Il s'est converti à l'ismaélisme, une branche du chiisme, et a pris le contrôle d'une forteresse en Perse, Alamut, ce qui veut dire le nid de l'aigle, située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Téhéran, dans le massif de l'Alborz. Surnommé le vieil homme des montagnes, Hassan Sabah y fonde sa secte et forme des combattants destinés à lutter d'abord contre les Abbassides sunnites, puis contre les Turcs seldjoukides. Le mouvement, que l'on appelle les Nizarites ou Nizariens, est très structuré, efficace, et ses membres observent une discipline et obéissance totale. On a d'ailleurs pu le comparer, dans son organisation, aux Templiers. Une branche du mouvement s'établit en Syrie au XIIe siècle. S'il dispose de bons combattants, Hassan Sabah est conscient cependant de l'inégalité des forces. Loin d'être fou, plutôt que de miser sur des batailles rangées, il préfère développer des assassinats ciblés de dirigeants sunnites. Ces soldats d'élite sont des Fedaïns, ceux qui se sacrifient. Un mode d'action assez révolutionnaire pour l'époque. La méthode est toujours la même. Le combattant s'infiltre discrètement près de sa cible, puis la poignarde en public, en plein jour, de préférence devant une mosquée et à l'heure de la prière pour qu'il y ait un maximum de témoins. Et tout ça avant d'être tué lui-même dans la foulée. Oui ça se finit pas exactement comme dans le jeu vidéo, hein, sauf si vous êtes mauvais. Parmi les meurtres les plus connus, il y a tout de même le sultan et le vizir de Bagdad, ce qui entraîne une guerre de succession dans l'Empire. On peut aussi citer le gouverneur de Mossoul, l'émir d'Alep et son fils. Quelques chrétiens croisés aussi, comme Conrad de Montferrat, roi de Jérusalem, ou Raymond II de Tripoli. Mais l'essentiel des morts reste sunnite. Par rapport au jeu, on est donc quand même assez loin de l'hécatombe de Templiers qu'on se fait. Parfois, les assassins ont bon dos, et par paranoïa ou intérêt politique, on leur attribue des meurtres qui n'ont pas grand-chose à voir avec eux. Et en même temps, les légendes étant nombreuses pour l'ordre des assassins, ce genre d'histoire passe souvent comme une thèse légitime parmi d'autres. On raconte même que certains, agissant pour le roi de France Philippe Auguste, auraient envisagé d'exécuter Richard Cœur de Lion à Chinon en 1195. Toutes les victimes sont des personnalités politiques, jamais des civils. Les Nizarites impressionnent à chaque fois par leur fanatisme et leur dévouement à leur chef. Ils échouent cependant sur certaines cibles, comme Saladin qui évitera leur poignard. Tranquilles dans leur forteresse de montagne, les assassins résistent à toutes les attaques menées contre eux. Parfois par des actions diplomatiques en utilisant les divisions des musulmans à leur avantage, mais aussi en acceptant, quand c'est nécessaire, de payer un tribut aux croisés hospitaliers. Leur fin arrive au XIIIe siècle avec de nouveaux conquérants, les Mongols, dirigés par Genghis Khan.
En 1256, ceux-ci assiègent la forteresse de Mehmoundiz, obligeant le maître de l'ordre à se soumettre et à leur abandonner la plupart de ses forteresses, dont Alamout. Ses murailles sont rasées et sa bibliothèque, une des plus riches d'Orient et contenant les archives de la secte, part en fumée. La plupart des assassins sont exécutés et leur dernier bastion tombe en 1270. Quelques survivants partent en exil en Afghanistan, au Pakistan ou en Inde, mais il reste à expliquer un dernier truc. D'où venait leur nom d'assassins ? On raconte que pour se motiver au combat, ils seraient drogués au hashish, d'où leur nom. Assassins venant de hashishin, enivrés de hashish. Le vieux de la montagne aurait créé un paradis artificiel dans sa citadelle avec un faux jardin et un harem d'esclaves pour motiver ses troupes et leur montrer ce qui leur était offert après leur sacrifice et la mort. La visite se faisant dans la fumée du hashish. Et on va pas se mentir, le hashish, c'est pas la drogue que j'aurais choisi moi pour inciter à la violence. Un peu de Bob Marley ou de Doc Gynéco en plus, et il serait peut-être pas devenu aussi célèbre. En tout cas, cette origine du nom dérivé du hashish viendrait probablement d'une erreur d'étymologie. Les sources orientales ne l'évoquent d'ailleurs pas du tout. En revanche, Marco Polo, qui passera dans la région 15 ans après la disparition des assassins, rapporte cette légende. Mais il n'a pas connu la secte et se contente de colporter des légendes à son sujet. Il contribue en tout cas largement à alimenter le mythe, repris au XIXe siècle par un orientalisme autrichien, Joseph von Hammer-Purgstall, puis au XXe siècle par un auteur slovène Vladimir Bartol, dans son roman Alamout paru en 1938, et enfin dans les années 2000 par la série de jeux vidéo Assassin's Creed. Dans ce dernier cas, la société secrète était un peu moins secrète mais ça restait selon moi dans le thème vu les légendes qui entourent les assassins et tous les secrets qu'on leur prête. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut.